Nous vivons et nous avons tous la sensation de vivre dans des systèmes qui sont bloqués. Face à cette situation-là, effectivement, le prédateur promet une forme de miracle. Dès que vous êtes dans quelque chose de positif, vous perdez de l'énergie. Je pense que le cerveau humain est programmé pour surtout se concentrer sur le négatif. C'est une question de survie dans la savane. Si vous êtes ce qui caractérise l'époque, d'une certaine façon, c'est le retour d'une primauté de l'agresseur. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission proposée par l'Express. Tous les 15 jours, j'interviewerai pour vous une personne pertinente sur un sujet ou un thème en particulier en prenant, c'est important, le temps d'approfondir. Les Chinois disent du pouvoir que c'est un dragon dans le brouillard. Le traquer, c'est être confronté chaque jour à la futilité, à l'approximation, à la contradiction. Ces phrases, je les emprunte à notre premier invité qui s'est fait lui-même une spécialité d'observer le pouvoir. Au fil de ses livres, romans ou essais, il en dissèque les mécanismes. Giuliano da Empoli, traqueur de dragons dans le brouillard, nous fait l'amitié d'inaugurer cette émission. Bonjour Giuliano da Empoli. Bonjour. Et pour commencer, je voudrais vous poser une question hibernatus. On se dit qu'un étudiant en sciences politiques qui aurait été congelé dans les années 90 ou même 2000 et que l'on décongèlerait aujourd'hui aurait un sacré choc de voir à quel point le monde qu'il a connu a basculé en peu de temps. Quelle est cette bascule à laquelle nous assistons? Quelle est cette ère du temps, selon vous? Oui, c'est un peu le paradoxe, en effet, parce que si votre étudiant des années 80, il aurait beaucoup de mal s'il était décongelé, alors que un de mes ancêtres de l'ancienne Rome, surtout par exemple de la période de transition entre la République et l'Empire, si on le décongelait aujourd'hui, on le mettait face à l'actualité des maîtres du monde actuel, je pense qu'il se trouverait parfaitement à l'aise. Il aurait peut-être quelques difficultés d'adaptation en termes de technologie, oui. mais sinon ça se passerait très bien parce que au fond ce qui caractérise l'époque, je crois, d'une certaine façon, c'est le retour d'une primauté de l'agresseur. Il y a, c'est quelque chose que les historiens de la technologie militaire surtout ont beaucoup étudié. Il y a des phases de l'histoire où ce sont plutôt les technologies de défense qui se développent. Ce sont des phases plus pacifiques. Par exemple, encore une fois, en revenant à l'histoire italienne, tout le début de la Renaissance, vous avez ces villes de la Renaissance qui se protègent à travers des forteresses, des fortifications qui donnent un avantage à la défense. Et puis quand l'artillerie lourde débarque avec des canons, avec des fusils qui sont capables d'abattre ces forteresses, eh bien l'avantage revient à l'agresseur. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, je pense que nous vivons dans un monde où on le voit du côté de la technologie militaire, évidemment avec les drones, avec des agressions, etc., mais on le voit encore plus dans notre vie civile et dans notre vie politique, dans le numérique. L'avantage passe à l'agresseur. Ce sont des techniques de disruption, d'agression, de captation d'attention, d'hypnose qui prennent le dessus, et donc les personnages qui vont avec. Et justement, alors, un de ces personnages, Donald Trump, vous dites dans votre dernier essai, L'heure des prédateurs, qu'il illustre, selon vous, un principe immuable de la politique, à savoir qu'il n'y a pratiquement aucune relation entre la puissance intellectuelle et l'intelligence politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, mais ça, je pense qu'effectivement, c'est un principe assez éternel. Premièrement, il y a différentes formes d'intelligence, bien entendu, mais la puissance intellectuelle, la culture, le fait d'avoir développé tout un apparat de premier de la classe, entre guillemets. D'être premier de la classe.
en général, même si en France, vous avez fait des efforts, parce que vous avez essayé de coder tout ça à travers les classements de l'ENA, etc. Donc, vous êtes allé assez loin dans la tentative de faire coïncider les deux, le succès scolaire avec ensuite un succès en politique et voilà, dans les affaires publiques. Mais même vous, en réalité, vous n'avez pas pu dépasser le principe qui fait, ce sont vraiment deux logiques très différentes. Enfin, l'intellectuel et l'intelligent, même au sens intellectuel du terme, est quelqu'un qui va sûrement être capable de faire beaucoup de choses remarquables, mais difficilement il va être capable d'exercer le métier politique. Il va plutôt être handicapé par son bagage intellectuel. Enfin, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu à toutes les époques. Après, il y a des époques où les deux coïncident un peu plus. Et des époques comme l'époque actuelle où on voit très bien que c'est plutôt un handicap d'être trop structuré intellectuellement, parce que ce qu'il faut faire, c'est constamment créer la sensation, la surprise, être non seulement prendre des décisions, être dans l'action, mais être dans une forme d'action irréfléchie, parce que c'est ça qui permet aujourd'hui de créer votre propre réalité et d'emmener les gens dans ça. Et pour ça, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un bagage intellectuel cohérent. Mais parfois, ça n'a pas empêché. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le bagage intellectuel l'empêche presque. Je voulais vous soumettre une phrase que j'ai lue dans la célèbre biographie de Churchill par François Kersaudy. Il dit, à propos de la bataille d'Angleterre, il dit « Churchill a gagné la bataille d'Angleterre parce qu'il a agi impulsivement en stratège amateur et Hitler l'a perdu parce qu'il a réagi de même. » Cette façon impulsive, presque instinctive de gouverner, est-ce la seule façon, est-ce la seule politique possible dans des temps troublés de tempête ? C'est exactement ça, je pense. Quand vous avez une situation plus stable, vous pouvez imaginer que, par contre, ce soit le moment où des personnalités politiques plus réfléchies, plus structurées, presque des technocrates d'un certain point de vue, qui en plus sont capables éventuellement de négocier pour atteindre un compromis, pour chercher des consensus, etc. Vous pouvez imaginer que ces figures-là, au fond, soient plus adaptées à l'époque. Mais quand vous êtes dans une situation typiquement machiavélienne, ce qu'il y a de fascinant dans Machiavel, c'est qu'il écrit pour une époque trouble où personne n'est véritablement légitime. Machiavel, c'est vraiment le manuel de l'usurpateur, de celui qui gouverne dans une situation où il n'y a pas de légitimité, où tout est en mouvement constamment, etc. Dans ces situations-là, la primauté, en effet, est plutôt celle non sellement de l'action, mais d'une action un peu irréfléchie, parce que au fond, si on veut aller un peu à l'origine et à la racine du pouvoir, une décision ou une action qui serait mûrement réfléchie n'est pas un acte de pouvoir. C'est quelqu'un que n'importe qui, vous prenez n'importe quel bureaucrate, n'importe quel technocrate, il va pouvoir étudier un dossier longuement et ensuite prendre la décision qui s'impose. Ça, ce n'est pas un acte de pouvoir. L'acte de pouvoir, c'est, au contraire, la décision rapide de quelqu'un qui n'a pas véritablement réfléchi jusqu'au bout. C'est pour ça que dans mon livre, je cite ce duc de Saxe que ses conseillers priaient de réfléchir, de considérer, et qui dit « mais je ne veux ni réfléchir ni considérer, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe ?» D'accord, en effet. Mais alors justement, on a le sentiment que
ces prédateurs que vous décrivez dans votre livre ont bien compris cela. Et alors, en contrepoint, il y a l'Europe, dont vous dites que c'est un monde technocratique dans lequel évolue la quasi-totalité de l'Europe, pas seulement Bruxelles, dites-vous, aussi les capitales, la plupart des capitales européennes, qui ignorent complètement la dimension politique, idéologique, des principes et de tout ce qui n'est pas quantifiable. Est-ce de cela que souffre l'Europe? Est-ce que c'est cela qui cloche chez nous? Oui, alors c'est paradoxal parce que, vous voyez, moi je suis convaincu du fait qu'il y a historiquement du génie dans le fait d'avoir construit l'Europe à travers l'ennui. C'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est détruite, mais les peuples n'ont quand même pas envie de s'unir. Ils sont épuisés par la guerre, mais ils n'ont pas du tout envie d'une Europe unie. Et donc nos pères fondateurs voilà, les Jean Monnet, les Schuman, etc., pour fédérer l'Europe, se disent on va le faire. Ils le disent pas comme ça, mais moi je pense qu'ils se sont dit on va le faire de façon très ennuyeuse. C'est-à-dire on va partir de sujets concrets, stratégiques, le charbon et l'acier au départ, mais surtout après on va construire toute une toile de règles, de choses, on va mettre en commun toutes sortes d'intérêts, on va réguler toutes sortes de sujets très très ennuyeux et de choses. Et à la fin, tout ça va créer, sans même au fond que les peuples l'aient voulu, avec une sorte en italien on dit silenzio assenso, c'est un terme juridique de silence consentement. Oui. Ça doit exister dans le droit français aussi. Qui me dit mot consent. Voilà, donc exactement. Avec ce type d'attitude du côté des peuples, on va construire un maillage de règles, de rapports tellement étroits qu'à la fin, l'Europe sera faite sans même le dire, d'une certaine façon. Et c'est ce qui s'est produit. C'est vrai, ça a marché, c'est un modèle génial, sauf que au moment du changement d'époque et au moment où vous voyez revenir sur la scène des mouvements, des leaders qui proposent la drogue dure, par contre, des racines, du sang, du territoire, de la race, enfin de toutes sortes, de la nation même, d'une certaine, etc. Et là, vous avez face à vous un personnel politique et un discours qui ne sont habitués que à examiner des sujets techniques, à tout réduire à des questions techniques. Et aujourd'hui, on voit bien que les leaders européens essayent de réduire Trump, par exemple, à une question technique. Oui. Ils essayent de décortiquer, de séparer toutes les différentes questions de l'offensive Trump en disant, bon, alors sur ce dossier-là, on va essayer, là, on va céder, là, on va... Et c'est fondamentalement inadapté face à la nature politique, idéologique très profonde de l'offensive qui est en cours. Une autre façon de le dire peut-être ou de le ressentir, ce serait peut-être. Non, pas du tout. non, complémentaire. Serait peut-être en face des Trump et des prédateurs, il y a cette tentation de répondre par le technique, comme vous dites, et notamment par les traités, le rappel aux traités, les normes, le droit. Il y a dans l'heure des prédateurs un passage très important sur le droit, sur le fait que le camp adverse, notamment de Trump aux États-Unis, a tout misé sur l'inflation du droit et des droits. Qu'est-ce que ça produit, ça, au juste, auprès des peuples ? Ça produit, vous voyez, ce que je pense, c'est qu'au fond, la fascination qu'exercent les prédateurs sur les peuples, elle est liée au fait que nous vivons, et nous avons tous la sensation de vivre dans des systèmes qui sont bloqués, qui sont des systèmes où justement le carcan des règles, des choses, des apparats et tout fait que on ne peut rien faire. Qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, qu'ils empirent, qu'on peut voter à droite, on peut voter à gauche, ça ne change rien sur le fondement.
et que donc on est dans un blocage, dans un système dans lequel le pouvoir ne s'exerce même plus. On ne sait plus où il est et on ne sait plus. C'est le génie de la fameuse formule inventée par Dominic Cummings, le Rasputin du Brexit, qui a trouvé ce slogan, qui est peut-être le slogan du 21e siècle, en tout cas de ce début du 21e siècle, qui est Take Back Control. Voilà. Alors, après, sur ça, je pense qu'il y a encore une chose à dire. Mais face à cette situation-là, effectivement, le prédateur promet une forme de miracle. C'est-à-dire, le miracle en théologie, c'est Dieu qui contourne les règles de fonctionnement du monde, des humains, pour produire un impact et un résultat sur un cas concret. Et le miracle des prédateurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, je vais contourner ou même briser tout un système de règles, de coutumes, d'usages, de lois, éventuellement, mais je le fais pour produire un effet sur un problème concret. Alors après, ça dépend. Trump, par exemple, l'immigration illégale. On voit tous les jours ces scènes effarantes, d'arrestations souvent illégales dans les rues des villes américaines, etc. Mais en même temps, lui, il dit... c'est la seule façon d'affronter le problème. Et d'ailleurs, il obtient des résultats. Alors, il va y avoir Milei qui va faire la même chose sur l'inflation. Il va y avoir Bukele au Salvador qui fait la même chose sur la criminalité en foutant tous les gens tatoués en prison. Mais bon, et là, si face à ça, vous êtes simplement dans une posture légaliste, dans laquelle vous allez dire mais non, tu n'as pas le droit de le faire, il y a des lois, il y a des règles, il y a ça. Vous avez raison d'une certaine façon, parce que la démocratie, c'est des règles. Si vous n'avez plus de règles, vous n'avez plus de démocratie. C'est des procédures et des règles. Mais en même temps, vous êtes politiquement faible parce que vous êtes sur la forme. Donc, vous êtes en train de dire à quelqu'un qu'il ne peut pas faire quelque chose, alors que lui, il vous dit « je suis sur le fond ». Moi, je suis sur... On s'en fiche de tout ce qu'il y a autour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est traiter le problème. Au nom de la souveraineté populaire. Au nom de la souveraineté, au nom de... Et donc là, forcément, l'approche simplement par les règles, qui après, en plus, a d'autres, et vous y faisiez référence, moi je parle aussi de ce légalisme des droits et voilà, qui s'est énormément développé aux États-Unis et ailleurs. Et tout ça fait que, je pense, une approche simplement formelle d'avocat, j'appelle ça le parti des avocats, parce que en plus ça part de ce fait incroyable du fait que les candidats, les tickets de candidats président et vice-président du côté démocrate aux États-Unis ne sont que des juristes et des avocats depuis 45 ans, depuis 1980, les gagnants et les perdants. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Face à ça, du côté républicain, vous avez un peu de tout. Vous avez des entrepreneurs, des héritiers, des acteurs, des parvenus. Et en effet, c'est dans cette époque, je pense que le parti des avocats, ça va plus le faire. Ouais. Et sur le Take Back Control, vous disiez donc ce slogan inventé par Dominic Cummings pour le Brexit. Oui, alors là, paradoxalement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. J'essaie de réfléchir un peu au positif aussi de temps en temps, même si c'est plus difficile parce que dès que vous êtes dans quelque chose de positif, vous perdez de l'énergie. Je pense que voilà, le cerveau humain est programmé pour surtout se concentrer sur le négatif. C'est une question de survie dans la savane. Si vous êtes dans la savane, vous avez plutôt intérêt, s'il y a une feuille, quelque chose, un buisson qui bouge, à vous dire il y a peut-être un lion, plutôt que de contempler quelque chose de joli. Donc c'est très profondément ancré en nous, cet intérêt pour le négatif. Mais ce serait bien quand même de temps en temps de se poser la question du positif aussi. Et là, du coup, je me dis que le Take Back Control, il peut peut-être un peu changer de camp. C'est-à-dire que ça devrait faire un peu partie du nouveau discours européen à construire. Par exemple, du discours à construire sur tout le sujet
gigantesque du numérique, on y viendra peut-être. Là, je pense qu'il y a un élément de take-back control en positif à développer. Vous dites take-back, le take-back control pour l'Europe. Oui, après, encore une fois, le risque est de surcompliquer les choses, de tomber dans les trappes des intellectuels, des pièges des intellectuels et de ne pas y arriver. Et alors justement, sur l'Europe, parce qu'on la compare souvent à un herbivore dans un monde de carnivores, mais quand on vous lit, quand on vous suit, on se dit que le portrait, par exemple, que vous dressez de Ursula von der Leyen n'a rien d'un herbivore ou d'une brebis. Vous parlez même de techno-césarisme. Qu'est-ce que c'est que le techno-césarisme de Bruxelles ? Non. Ça, c'est nos copains du grand continent qui ont une remarquable revue, qui ont en ligne, qui ont créé ça. Et ça s'applique quand même, au côté Trump. Des prédateurs, d'accord. Mais j'aimerais bien d'ailleurs qu'elle soit un peu plus impériale, Ursula von der Leyen, mais je crains en réalité qu'elle ait montré, alors elle n'est pas coupable, c'est-à-dire que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui reste un mécanisme qui est plutôt gouverné par les grands États. Si on lui dit qu'il faut se coucher face à Trump, si l'Allemagne, l'Italie, notamment sur les questions commerciales, lui disent qu'il faut plutôt pactiser, elle, même si elle aurait a priori quelques pouvoirs à exercer, elle peut pas le faire. Donc elle est un peu liée. Mais par contre, je pense qu'elle y rajoute une dose d'aveuglement technocratique, justement, où elle ne donne pas suffisamment d'importance au symbole, c'est-à-dire, encore une fois, l'accord commercial n'était franchement, où on s'est pris une taxe douanière de 15%, n'était pas grand-chose en termes de résultats, mais il était peut-être nécessaire, je ne sais pas. Il n'y avait sûrement pas besoin d'aller sur le terrain de golf de Trump, lever le pouce triomphalement. Ça a l'air de rien, mais Trump ne fait que ça. Trump est quelqu'un qui a, parmi ses nombreuses, ses instincts d'homme de pouvoir remarquables, il a énormément le sens de la mise en scène, de l'image. C'est toujours, si vous voyez, les rencontres entre les Européens et Trump sont toujours scénarisé d'une façon qui maximise l'humiliation des leaders européens. J'ai pas le souvenir au cours de la dernière année d'avoir vu une scène dans laquelle ils étaient sur un pied d'égalité, simplement visuellement. Et c'est déjà, c'est d'une certaine façon un peu la prémisse de tout le reste. Dans l'heure des prédateurs, il y a une scène qui, je pense, a marqué vraiment tous vos lecteurs. C'est la scène de l'inauguration de la fondation Barack Obama, qui a lieu à Washington et à laquelle vous assistez. Est-ce que vous pouvez la raconter à ceux qui nous regardent ? Oui, ça c'est assez terrible parce qu'en effet, ça se passe à l'automne 2017. Donc Trump est au pouvoir depuis quelques mois, le premier Trump. Et donc il y a des gens qui débarquent un peu de partout. Obama s'est pas beaucoup exprimé jusque-là, mais là finalement il inaugure sa fondation. Donc on se dit qu'on va entendre une forme de réponse, ou en tout cas. Et là, par contre, on est tous réunis dans cette grande salle d'un musée et pour le dîner d'ouverture. Et il y a d'abord des speeches. Donc le premier speech, c'est un speech du cuisinier, de l'ancien cuisinier de la Maison Blanche, qui raconte la force politique du potager de Michelle Obama, le potager bio de Michelle Obama, qu'on avait effectivement été déjà forcé de visiter parce qu'on était allé à la Maison Blanche quelques fois et à chaque fois vous étiez forcé de faire le tour dans le potager bio et donc c'était évidemment quelque chose qu'il considérait
très, très important. Puis le deuxième speech, c'est une sorte de consultant d'entreprise qui avait notamment, qui avait poussé la consommation consciente du chocolat en entreprise et qui nous raconte donc le moment du repas, c'est un moment de communion, etc. Bon, c'est joli, c'est gentil. Les speeches se terminent heureusement et on est attablé, chacun, il y a la table d'Obama, de Renzi, d'autres leaders, il y a la table déjà de série B qui est la mienne, avec plutôt des conseillers, des gens comme ça. Après, il y a encore toute une hiérarchie de tables. Mais à chaque table, on découvre qu'au lieu d'avoir une conversation libre, il va y avoir un modérateur de conversation. Et donc, le nôtre prend la parole et nous dit, donc ici, vous ne pouvez pas avoir une conversation normale, il va falloir que vous répondiez à quelques questions, 5 questions, je ne me souviens plus, mais disons, pourquoi est-ce que je m'appelle, pourquoi est-ce que je porte ce nom, qui sont les miens, qui ai-je envie d'être, etc. Et donc, la personne commence par se raconter son histoire et son nom, et on découvre donc que c'est une personne transgenre, de race mixte, adoptée par une famille de Chicago. Et donc là, on se dit tout de suite, ça va être très difficile de faire mieux, parce que c'est une histoire passionnante, qu'elle raconte très bien, mais voilà, ça met la barre quand même assez haut. Mais on arrive plus ou moins à se dépêtrer de toute cette conversation, mais nous, on a emmené avec nous aussi un capitaine des Carabinieri, qui est le chef de la sécurité de Renzi, qui est aussi assis à une table. De Matteo Renzi, dont vous êtes à l'époque... Dont je suis à l'époque conseiller. Il est plus Premier ministre à l'époque, mais bon, il continue à être le chef de la majorité. Et donc, le capitaine, il a du mal à suivre la conversation. Et puis, surtout, mais il parle très bien anglais, mais c'est pas exactement son milieu. Mais quand on lui pose la question de savoir qui voudrait-il être, il dit moi-même. Et là, tout le monde lui tombe dessus parce que c'est une approche narcissique, insensible, etc. Et donc, je pense que lui... comme presque n'importe qui n'aurait pas eu une opinion forte de base, il serait ressorti du dîner d'ouverture de la Fondation Obama plutôt trumpiste. Vous dites qu'il est le seul représentant véritablement du peuple à ce dîner, en tout cas que vous voyez, et que vous pensez, vous ne savez pas. Il a été écrasé, c'est-à-dire on a fait que le faire sentir constamment inadapté alors que lui, d'ailleurs, j'ai le souvenir d'avoir des conversations politiques avec lui, c'était plutôt une sorte de centriste, un peu catho peut-être, mais disons très modéré. Mais il n'avait pas les codes. Bien sûr. Et c'est un peu le problème. Moi, je suis pas un anti-woke au sens primaire du terme. En plus, je pense qu'il y a énormément de mal et d'hypocrisie dans le mouvement anti-woke. Donc, c'est très problématique. Et je pense qu'à la racine du woke, il y a quand même une tentative plutôt d'essayer de contrer des formes de discrimination. Donc, a priori, moi, je suis plutôt pour. Mais le problème, c'est quand vous combattez la discrimination en créant de nouvelles discriminations. C'est vraiment là que vous entrez dans une sorte de spirale, en plus où il y a un élément en plus de classe, de snobisme, mais vraiment avec cette multiplication de discrimination qui produit exactement l'effet contraire par rapport à celui qu'il faudrait produire. Et sur lequel surfent ces nouveaux dirigeants. En relisant ce passage pour préparer l'émission, ça m'a fait penser à la déclaration phare de Giorgia Meloni pendant sa campagne, celle qu'il a fait en tout cas
en France percer un peu les écrans radars quand elle dit alors je suis Giorgia Meloni, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Il y a une forme de déclaration, de dire voilà qui je suis, et je n'ai cette espèce de surfe sur la blessure narcissique parfois de l'Occident en ce moment, c'est ça le. D'ailleurs, la publicité la plus efficace de Trump pendant la campagne aussi, c'était Kamala est pour Yels et je sais pas comment on dit exactement. Et Trump est pour vous. C'est relativement, ça leur facilite beaucoup le travail, d'autant plus qu'effectivement le système et l'écosystème de communication et médiatique, au fond, n'est fait que pour amplifier les cas les plus extrêmes. Donc, c'est très des deux côtés. Ça se répercute des deux côtés. Donc, le wokisme est du pain béni de ce point de vue-là, parce qu'il va y avoir forcément un certain nombre de cas complètement ridicules qui seront peut-être, à la limite, plutôt marginaux, disons, dans l'équilibre d'ensemble des choses, mais on va pouvoir en faire des arguments très, très puissants pour ceux qui s'opposent à ça. Donc c'est très compliqué. Mais ça renvoie quand même, à mon avis, comme... Bon, après, chacun, vous savez, on dit si vous êtes un marteau, tout le monde est un clou. Moi, je crois que je suis peut-être un marteau au sens où je pense que presque tout ce dont on parle renvoie au fonctionnement et au dysfonctionnement de la sphère publique, de l'écosystème du numérique, de la façon dont nous traitons toutes les questions. Je pense que vous parliez de propagande russe, que vous parliez de woke contre anti-woke, que vous parliez de n'importe quel problème. Le vrai problème, c'est le réchauffement du climat social et du climat et de la sphère de discussion. Par l'algorithme. Oui, mais d'ailleurs, je raconte cette histoire dans le livre aussi. C'est le patron de Cambridge Analytica qui, quand il rencontre ses clients, leur fait son pitch. Et son pitch, c'est de dire, si vous allez voir une boîte de com normale et vous devez vendre du coca dans un cinéma, ils vont vous dire on fait des publicités, on recrute des acteurs, des actrices, on fait ceci, cela. Moi, si vous voulez vendre des coca dans un cinéma, je vous dis une seule solution, on fait monter la température dans le cinéma, les gens ont soif, ils achètent du coca. Et ça, bon, Cambridge Analytica, il y a eu des scandales, ça a fermé, mais c'est le fonctionnement d'ensemble des réseaux sociaux, de l'écosystème numérique, des médias qui leur courent après aussi, évidemment, parce que ça fait partie de la chose. Et c'est ça, au fond, qu'on est en train de vivre et qui m'inquiète le plus, parce que ça rend presque impossible de traiter n'importe quel sujet, n'importe quel problème. Ça porte inévitablement les prédateurs à s'affirmer un peu partout et ça devient très compliqué. Et par ailleurs, ça déborde les mécanismes traditionnels de la politique, parce que la politique, justement, c'est une façon de prendre en charge un débat et de le trancher parmi des différends parfois extrêmement profonds dans une société. Donc normalement, c'est ce qui empêche de s'entretuer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avec une certaine violence, mais normalement, ça la tempère quand même en la métabolisant, on va dire. Or, aujourd'hui, on a le sentiment parfois que la politique ne parvient plus à le faire, voire même se retourne et produit de la violence. Tout à fait. Je pense qu'elle accompagne aujourd'hui ce mouvement-là, mais simplement parce que tous les incentifs vont dans cette direction-là. Encore une fois, la politique, c'est comme n'importe quelle arène, elle est réglée par des systèmes d'incentifs et selon les époques, c'est plutôt un type de personnalité ou d'attitude qui va prendre le dessus ou un autre. Et là, on revient à l'argument initial. Je pense que quand vous êtes dans un système où
l'agression et le fait de monter la température est très très fortement récompensé, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre, parce que par contre la cohérence, le fait de dire la même chose un jour après l'autre, etc., pas forcément, parce qu'il s'agit on voit bien Trump en réalité. Qu'est-ce qui est fascinant de Trump pour nous aussi? C'est la rapidité. Non, c'est la rapidité avec laquelle chaque jour il pose des choses, il prend une décision, il annonce quelque chose, et ça n'a pas beaucoup d'importance si le jour d'après, avec la même rapidité, il revient dessus, ce qu'on a vu des dizaines de fois sur l'Ukraine, sur des négociations commerciales avec la Chine, avec d'autres, etc. Pas avec nous, parce qu'on a cédé tout de suite, donc il n'en a pas eu besoin, mais presque dans tous les cas où il trouve quelqu'un qui s'oppose à lui, y compris le Brésil, y compris des sujets qui ne sont pas forcément les plus forts du monde, il revient. Le Brésil, c'est fascinant parce qu'ils ont quand même le courage de s'opposer à lui. Ils ont tout un système de Cour suprême, etc. Ça a fait que ces menaces, et même parfois portées à exécution, n'ont pas marché sur le Brésil. Pourtant, le Brésil, c'est un grand pays, mais quand même pas une puissance de la dimension de l'Europe, disons, sur le papier au moins. Et là, on voit bien qu'il a changé d'attitude. Alors, on verra où ça débouche, mais là, il embrasse Lula quand il le voit, etc. Mais donc, il n'y a pas besoin d'être cohérent, mais il faut produire la sensation à chaque coup. Et ça, lui, il le fait. Et donc, il répond parfaitement aux incentifs de l'époque, alors que notre façon d'être beaucoup plus sous-marin, technique, discret et tout ça ne répond malheureusement pas aux incitations de l'époque. Oui. Un dernier mot sur la violence. Qu'est-ce qui a changé dans ce réchauffement dont vous parliez par rapport à il y a quelques décennies? Il me semble que votre père même avait été victime d'une tentative d'attentat des Brigades Rouges en Italie. Donc la violence, elle a toujours existé, même parfois de façon telle que celle-là. Qu'est-ce qui change selon vous par rapport à cette époque-là? Alors, ce qui change, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on a connu quand même des époques en termes de réchauffement. Bon, nous, on n'était pas là, mais quand même, la fin des années 60, les années 70, en France, en Italie, ailleurs, ça a quand même été très chaud. Je pense que ce qui change, c'est qu'on est aujourd'hui dans là, c'était des affrontements idéologiques qui pouvaient devenir très chauds, mais ce n'était pas le climat de surexcitation permanente à tous les niveaux, surtout. Qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on est encore une fois dans une sphère publique dont le principe, pour des raisons publicitaires au début, est simplement celui de porter à l'extrême pour obtenir un maximum d'engagement n'importe quel sujet. Alors que ça n'a pas d'importance le sujet duquel vous partez. Ça peut être quelque chose de politique, mais ça peut être comment fonctionne l'univers, est-ce que la Terre est plate, ça peut être n'importe quel sujet. Il faut une montée à l'extrême. Et ça, je crois que c'est quelque chose, encore une fois, au départ, c'est simplement une sorte d'effet collatéral d'un modèle de business. Parce que les plateformes Internet, elles ont construit leur business sur ça. Et ce réchauffement, au fond, n'est qu'un effet collatéral de ce modèle de business qu'on n'a pas réglé et on a fini par tous tomber dedans au lieu d'imposer nos règles de fonctionnement, par exemple des médias traditionnels, etc., d'imposer ça à la sphère numérique aussi, c'est le contraire qui s'est produit. C'est cette logique-là de la sphère numérique qui s'est imposée à tout.
hein, qui s'est imposé au Parlement, aux institutions, qui s'est imposé aux médias, qui s'est imposé. C'est cette logique-là. Et cette logique-là, c'est une logique de surexcitation qui n'a pas d'idéologie derrière elle. Après, les idéologies, voilà, les Trump, etc., ils arrivent et ils se greffent dessus. Oui. Mais au départ, il n'y a pas du tout de ça. Et donc, je pense que c'est assez différent par rapport à ce qu'on a pu vivre à d'autres époques. Mais j'improvise parce que je ne m'étais pas jusqu'ici posé la question de cette façon. Tant mieux. Ouais. Et une dernière question. On parlait tout à l'heure de la difficulté de l'Europe à appréhender le symbole, l'importance du symbolique. Il y en a une illustration criante dans le portefeuille de Tout à chacun avec les billets, les euros, qui ne représentent que des arches ou des ponts qui n'existent même pas. Quand on regarde par rapport aux États-Unis, avec les billets de dollars, la différence est flagrante. Ils ont une mythologie historique, les grands présidents sur les billets, même une métaphysique avec la devise « In God we trust ». Si vous deviez proposer une personne, une figure historique ou personnalité pour figurer sur les billets, mettons de 20 €, Giuliano d'Ampoli, quelle serait-elle ? Alors moi, je proposerais une dame qui vient de mourir il y a quelques semaines, qui s'appelle Sofia Corradi, et qui était la femme qui a eu l'idée de l'Erasmus, hein, simplement parce qu'elle avait étudié à l'étranger, elle avait fait un master quelque part en droit, et après elle était rentrée en Italie, elle n'avait pas elle n'avait pas pu le faire reconnaître, ça l'a beaucoup embêté. C'était dans les années 60, et à partir de ce moment-là, elle s'est battue pendant 30 ans pour que cette idée d'une circulation européenne des étudiants soit quelque chose qui ait lieu. Et au départ, elle a commencé, personne ne s'occupait d'elle. Et puis, elle a vraiment réussi. Bon, pas toute seule, ça fait partie mais c'est elle qui est considérée. Il y a même eu, quand elle est morte, je crois que Macron a fait un X. Qu'est-ce qu'on dit? On dit plus un tweet, non? Un X. Oui, un post. En disant, donc c'est relativement reconnu qu'elle a eu ce rôle-là. Et donc, je pense que ce serait joli de la mettre sur un billet de banque. Je pense que ce serait bien de mettre des femmes parce que c'est aussi quelque chose qui nous différencie par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde. Hein, Trump ne mettra pas de femmes sur ses billets de banque, Poutine probablement pas non plus, et peut-être même pas Xi Jinping. Je pense qu'il faudrait, dans notre offensive idéologique, qu'on soit très présent sur ça aussi, et pourquoi pas elle. Très bien. Merci beaucoup, Giuliano d'Ampoli. Merci à vous. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Express sur toutes les plateformes habituelles. Sachez qu'il est aussi disponible en format audio sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast.